Amis éco-anxieux, bonsoir. Bon, le réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui n'est pas une surprise. Il était annoncé dès les premiers rapports du GIEC dans les années 90, mais on a tous fermé les yeux. Et on les ouvre aujourd'hui avec beaucoup d'anxiété. On les ouvre chaque matin quand on voit que la neige n'est pas là à Chamonix, que nos glaciers se retirent. Et dans l'un de ses livres, Jean Jouzel cite Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies. Je crois que vous le citez même en ouverture du livre. Et alors de mémoire, il dit quelque chose comme notre humanité a un choix entre coopérer ou périr. C'est soit un pacte climatique de solidarité, soit un suicide collectif. Le terme est fort. Alors moi je vous dirais dans une perspective camusienne, avant le suicide, tentons peut-être l'espoir ou la révolte, on va voir. En tout cas, on va essayer de comprendre tous ensemble ce qu'on est en train de vivre en ce moment et pourquoi le réchauffement climatique est si déconnecté de notre vie au quotidien. Donc pour en discuter, on est ravis d'accueillir nos trois invités qui, je suppose, ont des métiers à haute dose éco-anxieuse. Alors d'abord, Jean Jouzel. Jean Jouzel est paléoclimatologue. Paléoclimatologue, ça veut dire étudier les climats du passé pour comprendre ceux du futur. Et concrètement, il analyse des morceaux de glace extraits des profondeurs des pôles, donc du Groenland, de l'Antarctique. Et en fait, grâce à ça, il a établi le lien entre gaz à effet de serre et réchauffement climatique. En plus de ça, Jean Jouzel est fan de football. il en parle dans ses livres. Il est fan de football, médaille d'or du CNRS, c'est pas rien, et aussi prix Nobel de la paix au sein du GIEC, dont il a assuré la vice-présidence du conseil scientifique. Donc, bonsoir Jean, on est vraiment honorés de vous avoir ici. Alors, à ses côtés, Alice Desbioles. Alice est médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle travaille à limiter, encadrer les risques à la fois sanitaires et environnementaux qui pèsent sur les populations. Alice a travaillé à l'hôpital, à l'Institut Pasteur, sur de nombreuses missions sanitaires à l'international. Qu'est-ce que j'oublie ? C'est bon. dans beaucoup d'endroits. Et par ailleurs, elle a écrit des livres. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans ces livres, c'est qu'elle mêle en fait une analyse scientifique, mais aussi littéraire et philosophique. Et en fait, avec ces trois approches, elle essaie de comprendre, de nous expliquer en fait notre apathie collective. Voilà. Et ensuite, on est ravis d'accueillir bonsoir Alice, d'accueillir un philosophe de philosophie. Je crois qu'on a grandement besoin. Dominique Bourg est professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Il est le directeur de la revue écologique, La pensée écologique, pardon. Il est aussi à l'origine du concept d'écologie intégrale qui place l'environnement au cœur de nos productions intellectuelles et matérielles. Et il s'intéresse à la notion à la notion philosophique du mal et à notre capacité à nous autres êtres humains à nous autodétruire. On est très bon. On est assez fort. Voilà, donc on va commencer. La discussion dure 1 heure. Donc on regarde sur la montre de Jean. Il est 20. Et ensuite, on vous donnera la parole. Donc on va commencer par une question toute simple. C'est quoi l'éco-anxiété ? C'est quoi ce sentiment ? Je ne sais pas comment on peut le qualifier. Et est-ce que c'est une nouvelle maladie mentale ? Bon, j'imagine que la question, du coup, m'est adressée. En quelques mots, alors l'éco-anxiété, déjà, c'est un terme qui a certaines imperfections. Je préfère le préciser d'emblée, puisque comme toute notion, tout concept, il essaye d'englober une réalité, mais il va forcément être parcellaire ou réducteur. Donc quand on pense à éco-anxiété, finalement, c'est un état d'âme qui va englober tout un panel d'émotions, pas que de l'anxiété ou de l'inquiétude. Ça va de la tristesse à la culpabilité, à la colère, à un sentiment d'impuissance, qui peut aussi mêler de la joie. C'est une forme de lucidité. Et donc ce sentiment, ce panel émotionnel va aussi intégrer tout un ensemble de questionnements, des questionnements de nature souvent existentielle.
faut-il faire des enfants, où vivre, quelle profession exercer, quelle place donner à mon existence dans un monde dont on a le sentiment qu'il est en perdition. Donc voilà, ça va être une forme d'inquiétude, d'anxiété anticipatoire par rapport à un avenir qui est perçu comme compromis, comme menacé. Donc voilà, ça va être finalement beaucoup plus large que le terme pourrait le laisser penser. Et comme tu me le demandais, Tania, ce n'est pas une pathologie mentale, bien sûr, au contraire. Moi, j'ai même tendance à considérer que cette lucidité est un marqueur de bonne santé mentale, puisque finalement, il faut une certaine forme de courage, de lucidité, pour regarder une situation qui est par définition anxiogène. Et donc voilà, il faut une certaine robustesse finalement dans sa psyché, dans son être. Donc c'est à mon sens plutôt un bon marqueur de santé mentale. C'est Krishnamurti qui nous dit que se sentir bien dans une société malade, ce n'est pas forcément bon signe. Donc voilà, l'éco-anxiété, contrairement à ce que ce terme peut évoquer, c'est plutôt quelque chose de positif, de salutaire, et qui va en général pousser à l'action, puisque émotion, ça vient du latin motio, qui veut dire mouvement, mise en mouvement. Donc comme toute émotion, en général, ça va générer une mise en mouvement de l'individu. Je pense qu'on y reviendra plus tard, mais voilà, c'était pour dresser un panel un petit peu global de cet état d'âme, qui n'est donc pas une pathologie mentale, bien évidemment. On a le droit de s'interroger sur nos sociétés, d'avoir une pensée critique, sans être pour autant, loin de là, une personne à annihiler ou à faire taire, loin de là. Mais comment expliquer que cette éco-anxiété va se déclencher chez certaines personnes et pas d'autres? Est-ce que c'est une vulnérabilité particulière au monde ou alors une lucidité? Alors ça, on n'a pas forcément d'explication précise qu'on a pu retrouver, enfin ce que des études de psychologues ont pu retrouver, c'était que, en tout cas, les personnes qui avaient une sensibilité sur ces enjeux-là se caractérisaient par des personnalités, on va dire, créatives et qui étaient ouvertes aux nouvelles idées. Donc voilà, ça peut être un indice. Et ensuite, voilà, ça va dépendre de la sensibilité de chacun, de la capacité à faire face aussi à des informations parfois anxiogènes, à notre environnement. Est-ce qu'on est dans une période de notre vie aussi où on peut être peut-être plus ouvert au désordre du monde quand on est par rapport à ses propres épreuves personnelles aussi, ses difficultés. Donc il y a aussi toute cette notion d'environnement qui est un facteur fondamental dans la santé mentale et dans le bien-être individuel et collectif des populations. Donc je n'ai pas de réponse très précise à cette question-là. Toujours est-il qu'on n'est pas éco-anxieux, on le devient d'une certaine manière, à l'exposition aux informations, à la perméabilité qu'on va avoir à ces informations, au constat empirique qu'on peut faire dans notre environnement, être confronté soi-même à des destructions, à quelque chose qui va nous toucher en lien avec les dégradations environnementales. Et donc tout ça va aboutir à un cheminement personnel et à une certaine forme de prise de conscience sur ces enjeux-là. Et justement, dans ton livre, on se tutoie, du coup, on s'est vu tout à l'heure, tu expliques le fait que plus un événement est proche au niveau géographique et temporel, et plus les gens sont sensibilisés à l'événement. Est-ce que le fait que nous vivons à Chamonix, proche des glaciers, ça a un impact sur notre éco-anxiété? Alors ça peut, puisqu'on a des populations, on va dire, sentinelles, qui vont manifester peut-être plus tôt que d'autres une certaine effectivement lucidité par rapport à ces questions. Alors on a des études de psychologues, encore une fois, qui ont été conduites chez des scientifiques qui travaillent sur les questions environnementales, donc beaucoup les climatologues, les écologues, et qui décrivent, en tout cas, qui remontent aux chercheurs un sentiment parfois plus pessimiste lié aux informations auxquelles ils sont exposés en permanence, et aussi une certaine forme d'inaction et de difficulté à faire entendre les résultats, leur impact. Donc ça peut jouer. Je ne sais pas, Jean, si vous êtes sujet à ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été retrouvé dans les études de Susan Clayton notamment. Et donc, on a aussi certaines populations qui ont notamment un lien très fort avec leur environnement sauvage, qui peuvent être d'autant plus touchés de par la destruction, ou en tout cas le fait de voir son environnement péricliter. Ça a été retrouvé aussi chez des populations, on a des études chez les Inuits par exemple,
Et on sait que tout le rapport au froid, à la neige, à mon avis, ça va être aussi un enjeu qu'on va retrouver sur ces questions-là. Jean, est-ce que vous ressentez cette éco-anxiété? Vous la côtoyez? Peut-être, bonjour, merci Tania. Est-ce que je ressens l'éco-anxiété? Peut-être moins que, disons qu'Alice, par exemple. Je ne sais pas si Alice la ressent elle-même, elle l'analyse. Bon, c'est vrai que j'essaie plutôt d'être dans l'action, mais ça ne veut pas dire que cette éco-anxiété n'est pas là. Disons, quand on regarde les rapports du GIEC que vous avez mentionnés, Tania, eh bien, c'est largement évoqué. Hein. Dans les problèmes, il y a des conséquences très claires du réchauffement climatique sur la santé, et les aspects liés à la santé mentale, à l'éco-anxiété, sont effectivement largement évoqués. Donc, à titre personnel, oui, bien sûr, ici... Bon, moi, je ne suis pas chamonière, hein, donc il y a 30 ans qu'on n'est pas revenu. Non, la dernière fois, je suis revenu avec notre président, on est monté au Montanvert, là, c'était il y a 5 ans. Mais ça a été... Bon, voilà, donc c'est quand même assez... Bon, je comprends qu'ici, il y a une visibilité des conséquences du réchauffement climatique qui n'est peut-être pas... Enfin, disons, on la vit peut-être moins à Paris, mais on commence disons, les vagues de chaleur à Paris sont vraiment très prégnantes et posent problème. On voit bien qu'en France, disons à la fois les villes côtières, enfin je fais souvent des conférences dans des villes côtières, il y a surtout il y a de l'éco-anxiété quand on va par exemple à Saint-Malo ou Sables-d'Olonne, il y a vraiment les édiles, voilà, donc on partage forcément. C'est le cas aussi des régions montagneuses en France, c'est des grandes villes maintenant, ça commence à se poser des questions. Voilà, donc, voilà, j'essaye plutôt alors on en parlera peut-être, je ne dis pas que je ne suis pas éco-anxieux, mais j'essaye plutôt de combattre cette éco-anxiété à travers l'action, qui peut être le témoignage qu'on fait ce soir, ou bien sûr l'action dans la vie de tous les jours de chercheurs. Voilà, donc, question chercheur, j'aimerais quand même souligner, simplement rappeler que beaucoup des travaux auxquels j'étais associé sont largement dus aux Grenoblois, quand même, à l'équipe de Claude Lorius, donc, qui a disparu il y a 2 ans. Voilà, donc c'est quand même des travaux collectifs. Mais voilà, pour moi, oui, on voit ce monde changer sous nos yeux. Je vis, ma chère épouse est là, et donc quand j'étais dans les années 80, j'émettais le souhait d'être toujours vivant quand le réchauffement climatique deviendrait perceptible. Et j'avais fait le pari, je crois que ce serait en 2030, voilà, et en fait, dès les années 2020, il devient largement perceptible. Alors il l'est chez vous à travers les glaciers, il l'est à travers les extrêmes climatiques, voilà, et on sent cette perception, mais la véritable éco-anxiété, c'est quand même de dire et de redire que eh bien, ce que l'on vit aujourd'hui, ce que l'on commence à percevoir, eh bien, ce sont que les prémices de ce qu'en vivront les jeunes d'aujourd'hui si on n'y porte pas attention dès aujourd'hui. Nous y reviendrons, mais c'est bien ça l'éco-anxiété. Pour moi, l'éco-anxiété, elle est surtout tournée vers les jeunes d'aujourd'hui qui sont doublement concernés, c'est-à-dire ils sont concernés par l'inaction. Si on ne fait rien, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui auront à faire face à des véritables problèmes liés au réchauffement climatique. Et il y a beaucoup d'autres problèmes. Quand on parle d'éco-anxiété, c'est vraiment l'ensemble des problèmes environnementaux et peut-être c'est souvent, disons, sociétaux qui y sont liés, mais aussi ils sont concernés par l'action, parce que c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Donc c'est tout ça qui m'intéresse, et effectivement comment on entraîne les jeunes plutôt dans l'action. Donc je ne regarde, disons, je ne suis pas un éco-anxieux. On dit quelquefois que je suis un peu trop optimiste. Ce n'est pas le cas. Je suis bien conscient de la réalité du réchauffement climatique et des risques encourus, mais j'essaye de passer au-delà. D'accord, merci. On a d'ailleurs beaucoup de jeunes du collège et lycée Frison-Roche ce soir, donc on est content que vous soyez là. Merci beaucoup d'être là. Ouais. Bon, merci d'être là, les jeunes. Merci. Et on vous donnera la parole tout à l'heure. Et vous, Dominique Bourg, êtes-vous éco-anxieux? Alors moi, je suis un facho éco-anxieux. C'est-à-dire que l'avancée de la fascisation des esprits me rend autant anxieux que le climat, d'autant que c'est probablement ce qui va nous empêcher de réagir au climat. Mais juste avant, je voudrais vous sensibiliser au caractère opaque de toutes ces questions. En général, on pense qu'on identifie un problème. Nous sommes des êtres rationnels. Une fois qu'on l'a identifié, on va, disons, mettre en œuvre des moyens appropriés pour résoudre le problème. Vous rigolez?
Je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier exemple, vous prenez les États-Unis. Sondage récent, CNN, il y a une quinzaine de jours, 2% de la population nord-américaine s'inquiète du dérèglement climatique. Or, c'est probablement le pays, si on regarde les effets pécuniaires du dérèglement, le plus touché par les cyclones, par les rafales de vent, par les pluies du type Karcher, par les tornades, par les feux. Et en plus, avec, contrairement à ce qu'on croit, il y a une part très importante de la population qui est très pauvre, qui est généralement pas assurée. Donc quand vous avez un cyclone comme Hélène ou comme Milton, les effets ou les incendies à Los Angeles d'ailleurs, les effets sur la population sont terribles. Et ça ne se traduit pas, évidemment dans le vôtre, ça vous l'avez tous compris, mais même dans la déclaration, pour moi, le climat est important. Alors, je vais faire comprendre ça un peu de biais, mais je vais aller chercher quelque chose de tout à fait ailleurs pour vous montrer comment on peut réagir de façon bizarre. Je vais prendre une notion qu'un psychologue des années 50 a mis au point, il s'appelait Festinger, qui s'appelle la dissonance cognitive. Là, imaginez, on est au début des années 50 aux États-Unis, et puis il y a une secte avec un chef de secte, un gourou, qui annonce aux gens que les Martiens vont attaquer dans la nuit du 15 au 16 décembre 52. Je ne sais probablement pas la date exacte, mais peu importe. Et donc évidemment, le 16 décembre 52, les journalistes frappent à la porte de la secte, avec un air goguenard, et ils disent au chef de secte, alors, les Martiens n'ont pas attaqué cette nuit. Et le chef regarde les journalistes et dit, mais vous êtes complètement crétins. On a prié toute la nuit, c'est pourquoi ils n'ont pas attaqué. Donc, quand vous avez compris ça, vous dites waouh, c'est pas si simple. Un problème, des solutions appropriées, et puis on le surmonte. Et je vais vous donner un autre exemple. Pour moi, la guerre d'Ukraine, enfin l'invasion d'Ukraine par Poutine, je l'interprète tout de suite, dès les premières semaines, comme une sorte d'anticipation par Poutine du chaos qui allait suivre la montée en puissance du dérèglement climatique. Et si vous regardez Trump, qui nous dit que le climat est un canular chinois, bien, en fait, au moins, c'est difficile de trouver de la cohérence chez Trump. Si vous y arrivez, vous êtes bien heureux. Mais au moins, il y a des bouts de cohérence. Et une des cohérences, ce qu'il fait, c'est la préemption des ressources. Donc, à la fois, il est très conscient du fait qu'on rentre dans un monde fini, avec une pénurie de ressources fondamentales. Et c'est très difficile de ne pas faire le lien avec le dérèglement climatique, et que ce soit Poutine, que ce soit Trump, non seulement ils anticipent le fait que le monde va devenir un chaos, mais ils le transforment en chaos. Et ça, au moins, ça a l'air quelque chose de relativement constant. Donc voilà, quand on a compris ça, mollo. C'est assez compliqué et il ne suffit pas d'une réalité pour que tout le monde l'aperçoive. Et je dirais qu'en plus, depuis la crise Covid, vous êtes aperçu que le complotisme, les interprétations échevelées de la réalité, les discours complètement zinzin, ont franchi un seuil qui est vraiment extrêmement important. Je ne veux pas faire des allusions à l'actualité, mais si vous voulez, ce qui est très tendance aujourd'hui, c'est dire le contraire d'une chose. Par exemple, je suis innocente, je suis condamnée, et si vous ne reconnaissez pas mon innocence, vous êtes contre l'état de droit. Et venez manifester. Et dites que tous les juges sont des rouges. Vous voyez bien, il y a un petit problème, ça. Et ça passe comme une lettre à la poste. Donc, ben, voilà, on est dans cette espèce de brouillard, dans cette espèce de nuage. Et évidemment, une des premières choses qu'il convient d'adopter, c'est essayer quand même d'avoir un minimum de rationalité face à ce brouillard. Moi, j'appartiens à une vieille profession qui essaye de faire ça depuis 25 siècles. Je vous assure, les amis, que cette profession, comme les scientifiques, n'a jamais eu l'impression d'être aussi peu écoutée. Bon, vous nous avez engagés sur la voie politique. Non, en passant.
Bon, je poursuis. Jean, vous avez côtoyé les politiques du monde entier, même le pape, je crois. Vous avez été de toutes les COP, de tous les grands routes climatiques. Quel est votre regard sur l'attitude de nos dirigeants ? Bien, l'attitude des dirigeants dans les textes, c'est pas si mal. Dans la réalité, on en est loin. Donc, j'essaie d'illustrer ça très rapidement. Quand on regarde, voilà. Donc, on a un réchauffement climatique. Il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est, disons le constat de notre communauté scientifique. Alors, on est trop rationnel. On pense que ça va servir à quelque chose. Alors, ça sert à quelque chose. Ça sert quand même à faire des textes. Quand on regarde, si vous regardez alors voilà, les rapports du GIEC, si on se remet en 2015, l'accord de Paris s'appuie, alors on ne fait pas de recommandations, mais on espère que le constat que nous faisons collectivement servira aux décideurs scientifiques à prendre des décisions. En fait, eh bien, dans les textes, l'accord de Paris s'appuie très largement et de façon très, très claire sur le 5e rapport du GIEC qui venait d'être publié. Voilà. Donc, quand on parle de limiter à 2 degrés, c'est parce qu'on voit bien qu'au-delà de 2 degrés, eh bien, les effets du réchauffement climatique, à mesure qu'on s'en éloigne, deviennent de plus en plus dommageables. Et puis après, les pays les plus vulnérables ont à juste titre, réussi d'ailleurs à faire passer l'idée que ce serait plus facile de s'adapter à un réchauffement climatique limité à 1,5 degré. Tout ça, c'est inscrit dans l'accord de Paris. La nécessité de diminuer les émissions très rapidement est inscrite dans l'accord de Paris. Et d'ailleurs, le constat qu'on n'y arrive pas, il est inscrit également. Dans les textes, c'est pas mal. Le problème, c'est, il y a un fossé entre les objectifs qui sont affichés et la réalité. Alors, c'est vrai à l'échelle planétaire, on est loin du compte, on aura 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour avoir des chances de revenir sur des trajectoires en deçà de 2 degrés. On le voit bien, c'est vrai au niveau de l'Europe, on a de l'ambition affichée, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. C'est vrai au niveau d'un pays comme la France, on a inscrit dans la loi, c'est bien. Hein, par exemple, en France, on a inscrit dans la loi neutralité carbone à horizon 2050. C'est inscrit dans la loi. Mais nous n'en prenons pas le chemin. C'est tout cela. Donc, d'une certaine façon, on a l'impression que la démarche de notre communauté sert à quelque chose, puisque dans les textes, y compris des textes de loi, hein, donc c'est quand même quelque chose de fort, eh bien, il y a vraiment une synergie entre pas les décisions politiques, les objectifs définis par les décideurs politiques et le constat des scientifiques. Dans la réalité, on n'y arrive pas. Mais qu'on n'y arrive pas, il ne faut pas toujours accuser les politiques. Il faut aussi regarder vers chacun d'entre nous. C'est ça aussi à chaque fois, donc on y reviendra je pense, mais c'est trop facile d'accuser simplement les politiques. Donc effectivement, oui, c'est vrai qu'une des rencontres les plus riches, alors je ne sais pas, j'aimerais bien que Dominique commente, alors entre l'écologie intégrale et Laudato Si, alors parce que moi j'ai largement, non, pour ce, donc l'encyclique, j'étais reçu par le pape avec Pierre Laroutourou, on a vraiment échangé pendant une demi-heure autour de l'encyclique Laudato Si, hein, donc et c'est vraiment, et je te pose la question parce que je sais qu'enfin entre Laudato Si et ce que tu prônes, l'écologie intégrale, je pense qu'il y a une certaine une certaine synergie qui est intéressante. Voilà, donc oui, le pape, mais bon, moi, on voit bien, bon, pour finir sur la politique, hier matin, j'étais avec Agnès Pannier-Runacher, bon, voilà, donc, il y a quand même il y a un désintérêt de ce qu'on appelle le bloc central, donc il y a quelques personnes par rapport à l'écologie au sens large, pas simplement le climat, la biodiversité, la protection des écosystèmes, voilà, tout ça est en train de complètement s'effriter. Voilà, donc on n'arrive plus. Bon, voilà, moi aussi je suis sidéré par l'attitude de Donald Trump, mais même chez nous, on est quand même loin du compte. Hein, donc c'est là aussi. J'ai envie que les politiques de notre pays prennent ces choses-là au sérieux. Il y a certains qui le font.
Dominique s'est présenté aux élections quand même. Ouais, oui. Européennes. Parce que j'ai fait de mieux. Hein. Voilà, bon, d'accord, mais je veux dire par là, bon, voilà, c'est le problème. Comment on passe d'objectifs affichés, inscrits dans la loi, à la réalité? C'est ça qui m'intéresse. Enfin, voilà, parce que c'est quand même comment on fait pour que vraiment, il y a un plan d'adaptation, mais comment est-ce que la vallée de Chamonix va s'adapter au réchauffement climatique derrière tout ça? Voilà, donc il y a des démarches intéressantes, mais dans la pratique, on est quand même assez loin du compte. Est-ce que je peux répondre à... Oui, je ne sais pas, répondre ou commenter. Non, mais est-ce que c'est plus prolongé que répondre d'ailleurs. Oui, sur la question de l'écologie intégrale, donc l'encyclique Laudato Si, il y a une citation d'un théologien qui s'appelle Leonardo Boff, brésilien, qui a été excommunié par un des prédécesseurs de François Ier, qui disait qu'il faut mettre sur le même plan les clameurs de la terre et les clameurs des pauvres. Et en fait, toute l'encyclique, elle joue là-dessus, et elle dénonce dans la civilisation qu'est la nôtre, une civilisation qui considère une bonne partie du genre humain comme un déchet. C'est fort, hein. Et donc, c'est considérer les problèmes sociaux et les problèmes écologiques comme le recto et le verso d'une même feuille de papier. Et ça, c'est d'ailleurs très juste quand on voit le rapport 3 du GIEC. Les 10% les plus riches, et on en fait tous partie, émettent entre 37 et 43% des gaz à émissions d'effet de serre, et les 50% les plus pauvres n'émettent que 15% de ces gaz. Donc vous voyez très bien que plus nous sommes matériellement riches, et plus nous avons tendance à être destructeurs, et notamment à émettre plus que les autres. Une petite nuance par rapport à ce qu'a dit Jean, même si je suis tout à fait d'accord sur le fait que les textes en général, en tout cas les objectifs qu'on se donne, sont souvent bons, mais quand même, il faut parfois un petit peu nuancer. Là, je voudrais juste vous citer l'alinéa 5 de l'article 3, la Convention cadre, je n'ai pas fait exprès, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On ne s'est pas donné le mot, hein, mais j'ai enseigné ça pendant très longtemps. Et dans l'alinéa 5 de cet article 3, il est dit que les mesures prises pour protéger le climat ne doivent pas nuire au commerce international, ni constituer des entraves au commerce international. Alors, j'ai un chiffre en tête, je n'en donnerai franchement pas ma main coupée, je ne vais pas devenir manchot en sortant de cette salle, mais j'avais l'idée, enfin, j'ai comme ça, mais c'est peut-être pas juste, hein, que les échanges internationaux, c'était pratiquement 60% des émissions mondiales. Peut-être que c'est une erreur, il faudrait vérifier en sortant d'ici. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas vouloir lutter contre le changement climatique sans effectivement revenir sur un modèle de développement qui fait que n'importe quel produit sur n'importe quel marché, en tout cas pour certaines de ces pièces, a fait parfois plusieurs fois le tour de la planète. Donc il y a des petits vices comme ça dans des textes qui vous montrent que la détermination parfois à bouger n'est pas toujours au rendez-vous, en tout cas pas suffisamment. Mais pourtant, cette détermination, on sait qu'elle est possible, on l'a vu pendant le Covid, on a vu que les gouvernements pouvaient prendre des mesures radicales. Et est-ce qu'on est prêt à accepter aussi ces mesures? Oui, alors je crois, et là je rejoindrai ce que dit Jean, effectivement on peut se plaindre de nos gouvernements, mais c'est vrai que s'ils prenaient des mesures fortes, ils auraient tout le monde dans la rue. La taxe, les gilets jaunes, le point de départ, c'est quand même la taxe carbone en partie au moins. Alors juste, peut-être voilà, quand on parle de mesures fortes, moi je pense que plus que des mesures fortes, il faut des mesures finalement qui soient pertinentes. Parce que là on parle du Covid. Bon alors je vais sortir vraiment ma casquette de médecin de santé publique, mais on peut s'interroger, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se faire et c'est très bien, sur la pertinence là, je vais filer l'exemple du Covid, mais d'une gestion de crise qui a été quand même effectivement très forte. Est-ce qu'elle a été au final très utile dans une vision globale de tous les indicateurs qui fondent une société, donc des indicateurs sanitaires au-delà des seuls indicateurs infectieux, je parle des indicateurs sanitaires au sens large. Là, je vais convoquer la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne se résume pas à l'absence de maladie ou à l'absence d'infirmité. Donc là, déjà, on peut s'interroger sur la pertinence de politiques qui ne vont cibler qu'une pathologie, en l'occurrence le Covid-19 ou la Covid-19. Et donc,
pour moi, justement, la pertinence d'intervention, ça va être de prendre en compte des indicateurs, en l'occurrence sanitaire, santé physique, mentale, sociale, des indicateurs économiques, parce que alors là, pour le coup, on a un des meilleurs systèmes de santé au monde, c'est aussi parce qu'on injecte beaucoup d'argent et qu'on est un pays riche, donc la santé n'a pas de prix, comme on dit, mais elle a un coût, et on est bien content quand même d'avoir un système de santé qui fonctionne, ça nécessite de l'argent, donc on ne peut pas opposer de façon naïve la santé et l'économie, comme si les deux étaient des ennemis qui devaient s'affronter dans une arène, pas du tout, les deux sont nécessaires. Et si on arrête les hôpitaux, ça sera un drame pour la population. Si on arrête tout le système économique, alors je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour le capitalisme, loin de là, j'appelle juste un équilibre dans les prises de décision, notamment en cas de gestion de crise. Et au-delà des indicateurs donc sanitaires, économiques, sociaux, on a aussi des indicateurs, à mon sens, qui sont fondamentaux. On parlait de Trump tout à l'heure, mais ce sont des indicateurs démocratiques. Et donc moi, c'est vrai que j'ai parfois tendance à m'inquiéter d'un plaidoyer, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais d'un plaidoyer pour des mesures fortes qui viendraient d'en haut et qui seraient les seules à même de répondre aux problèmes ou aux menaces qui viennent nous percuter. Donc voilà, moi l'expérience du Covid, ça m'a beaucoup interpellée dans la gestion et tous les dommages collatéraux qui sont extrêmement bien documentés, notamment chez les populations les plus fragiles, parce qu'on parle beaucoup des personnes pauvres, ça a été le cas pendant le Covid, elles ont payé un très lourd tribut. Je ne parle pas des morts en termes de Covid, mais je parle de tous les autres dommages. La faim, par exemple, FAIM a augmenté en France pendant cette période. Il y a une population qui est toujours oubliée et qui est la première victime en cas de crise, quelle qu'elle soit. On a les femmes, bien sûr, mais on a surtout les enfants, et qui sont donc les grands oubliés. Ça a été le cas pendant la période Covid. Et là, on voit une explosion des troubles de santé mentale lourds depuis plusieurs années, mais qui ont été accentués notamment durant cette période-là. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi toujours, à mon sens, moi je plaide pour ça, je l'ai fait d'ailleurs durant la période Covid, entre autres, mais pour une approche vraiment globale, une approche, j'ai envie de dire, intégrale de la santé et de nos orientations politiques. Et donc, une menace légitime, notamment les enjeux environnementaux, ne doit, à mon sens, surtout pas aboutir à des mesures qu'on qualifierait de fortes, qui seraient peut-être efficaces, on peut le souhaiter. À mon sens, pour le Covid, c'est plus que discutable. Donc, qui soient efficaces, mais qui soient aussi soutenables, pour que les dommages collatéraux ne soient pas au rendez-vous. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'essaye de toujours garder en tête dans mon appréhension des enjeux de société, des défis qui viennent nous percuter. D'accord. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est quand même dans une situation d'urgence. Il me semble, Jean, que dans votre livre, les chiffres que vous donnez, c'est qu'il faut qu'on réduise nos émissions de moitié d'ici 2050, c'est ça? Oui, plus que de moitié, oui. Disons, à raison, si nous respections simplement la loi, eh bien, ce devrait être neutralité carbone en France en 2050. Mais on va se placer beaucoup plus près de nous en 2030. Que doit-on faire entre aujourd'hui et 2030? Parce que c'est bien de parler de 2050. Eh bien, en France, inscrit, donc on a eu la planification écologique, qui est une très bonne initiative, me semble-t-il, même si elle est actuellement un peu sous le boisseau. Mais cette planification écologique, eh bien, on a un objectif, diminuer nos émissions de 55% par rapport à 90. En gros, il faudrait qu'on diminue nos émissions de 5% chaque année, grosso modo, jusqu'à 2030, et continuer après. Mais voilà, et ça a été tenu entre 2023 et 2022, mais pas du tout. Entre 2024 et 2023, ça a diminué quand même d'1,6%, je crois. Mais voilà, on n'est pas sur la trajectoire qui est inscrite dans la loi, qui est inscrite dans la planification écologique. Donc c'est ce qu'il faudrait faire. Et c'est intéressant parce que dans cette planification écologique, c'est décliné par chaque grand secteur d'activité. Voilà, disons, qu'est-ce qui pourrait être envisagé dans le bâtiment, l'urbanisme, dans le transport, dans l'agriculture, l'alimentation, tout cela, c'est très bien documenté. Voilà, mais c'est bien documenté, c'est très sérieusement fait, mais voilà, on a du mal à suivre cette feuille de route. Et on sait très bien ce qu'il faudrait faire. Voilà, donc, alors est-ce qu'il faudrait prendre des mesures moi, je pense qu'il faudrait faire adhérer les populations. Donc, on voit bien là, c'est bien sûr, moi, je préférerais quelque chose comme, disons, qu'on ait une véritable force d'entraînement. Mais je crois que là, il faut des politiques qui aient une vraie vision
Voilà, donc, et ça, on n'a quand même pas en France, on ne peut plus. Enfin, Emmanuel Macron avait une vraie vision au départ, semble-t-il, mais actuellement, enfin, il n'a pas mis en œuvre. Enfin, voilà, c'est mis en œuvre dans les textes, dans la planification écologique, mais ce n'est pas du tout mis en œuvre, enfin pas suffisamment dans la réalité. Mais on sait très bien ce qu'il faut faire, donc il faut lutter contre le réchauffement climatique, mais il faut aussi, et ça c'est quand même important, s'adapter. Disons, le réchauffement climatique est inéluctable. On prendra 1 degré supplémentaire, de l'ordre de 1 degré supplémentaire, ça dépendra des saisons, des régions, mais bon, ici, on prendra 1 degré supplémentaire dans les régions montagneuses d'ici 2050, et il faut s'y préparer avec des extrêmes climatiques de plus en plus, disons, extrêmes en termes de précipitations, en termes, voilà, et je sais que, bon, voilà, on ne peut pas dissocier le réchauffement climatique d'abord de l'ensemble des autres problèmes environnementaux, disons, c'est plus ces problèmes, mais bien sûr des problèmes économiques, des problèmes sociétaux, des problèmes culturels. Ici, c'est extrêmement, enfin, disons, c'est le tourisme fait partie de votre culture et tout ça, comment ça va évoluer. Donc c'est tout cela. Il faut aussi à la fois, disons, il faut à la fois s'adapter, mais il faut aussi participer à cette lutte contre le réchauffement climatique. On connaît les choses à faire, mais l'adaptation est aussi très importante à mettre en œuvre dans les régions, comme bien sûr dans beaucoup de régions, mais ici plus particulièrement, où c'est effectivement extrêmement clair disons, les conséquences du réchauffement climatique. Oui, et ça m'évoque aussi ce qu'on appelle un peu le triangle de l'inaction. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors c'est un outil de pensée assez pratique parce que ça nous permet de gérer notre propre culpabilité ou notre propre parfois flemme, paresse, inaction, mais qui est complètement, j'ai envie de dire, légitime, normal, personne n'est parfait. Franchement, c'est pas du tout l'idée. Mais donc le triangle de l'inaction, c'est on a nous, la société civile, on va dire les industries, le monde économique et puis les politiques. Et puis chacun, comme ça, se renvoie la responsabilité. Nous, on va dire, ah bah oui, mais les politiques, ils font rien. Et puis les industriels, de toute façon, ils continuent à polluer. Les industriels, ils vont dire, ah mais nous, on a toujours une demande de la part de la société civile, donc on répond juste à la demande, donc on produit. Et puis, de toute façon, les politiques, ils sont bien contents de nous trouver pour voilà, les taxes, les emplois. Et puis les politiques vont dire, ah mais nous, la société civile ne veut surtout pas... en gros, je sais pas, faire d'efforts. Et puis les industriels, dès qu'on essaye de faire quelque chose, c'est compliqué, ils nous menacent. Et donc comme ça, c'est pratique, tout le monde se renvoie là-bas. Et puis finalement, personne ne fait rien. C'est d'autant plus compliqué qu'on est dans une sorte d'impasse et qu'il n'y a pas de solution simple. Et on a voulu faire croire aux gens qu'en matière de climat, il suffisait d'opter pour des techniques nouvelles, non carbonées, pour qu'on résolve le problème. On peut prendre le cas de la voiture électrique. Là, je me réfère à un rapport de l'Académie des sciences anglaises, et pour la France, c'est l'Académie des technologies. À technologie constante, aujourd'hui, si on voulait électrifier tout le parc automobile anglais seulement, ou alors français seulement, eh bien, il faudrait augmenter la production mondiale de cuivre, de lithium et de quelques terres rares. Donc, en fait, on voit qu'on nous a orientés un peu dans une impasse. Certes, une voiture électrique, c'est un rendement de 90%, un moteur thermique plutôt de 15%, ok, d'accord, mais il n'y a pas les matériaux. Et en fait, le goulot d'étranglement énergétiquement, c'est ce qu'on appelle les convertisseurs. C'est ce qui permet de capter, transformer et transporter l'électricité. Et l'électricité, c'est le médium essentiel pour la décarbonation. Donc voilà, et du coup, si on ne touche pas les représentations, qu'est-ce que c'est que la richesse ? Qu'est-ce que c'est que le confort ? Si on pense que pour être heureux, il faut forcément un 4x4 et aller 10 fois dans l'année aux Bahamas, on ne va pas y arriver, les amis, ça c'est clair. Donc, si on ne touche pas les représentations, si on ne gratte pas beaucoup plus profondément, et en plus avec le double volet, donc réduction des émissions et adaptation, on n'y parviendra pas. Et on reste sur des modèles de pensée, des modèles de société qui font que ce travail de détricotage ne se fait pas, ou en tout cas, lorsqu'on essaie de le faire, il est franchement très peu, si c'est même très mal entendu, quoi. Vous nous parlez de décroissance, là ? Bon, alors c'est une évidence, n'importe quel expert, si vous voulez, il suffit de regarder les limites planétaires. Pourquoi il y a un problème de limites planétaires ? Déjà, on est très nombreux. Bon. Et évidemment, on produit trop d'objets, on aménage trop d'infrastructures,
et on utilise trop d'énergie. Donc moi je veux bien qu'il ne faille pas de décroissance, mais ça n'a absolument aucun sens. C'est vraiment n'importe quoi. Alors après, comment je peux faire décroître ces flux matériels sans forcément faire totalement et au prorata décroître les flux financiers? C'est pas facile, les amis. Si j'avais la solution, ça se saurait. Donc on va devoir tâtonner, c'est très compliqué, mais c'est pas en éludant le problème, en faisant comme s'il ne se posait pas, comme je viens de vous le montrer avec la voiture électrique, en proposant un objectif dont n'importe quelle personne sérieuse sait qu'il est dingo. Alors évidemment, si on mutualise par exemple les voitures électriques, il n'y aura pas beaucoup moins de problèmes. Mais le même parc électrifié, ça ne marche pas. Ça ne marche pas déjà dans un seul pays, donc vous imaginez bien à l'échelle internationale. Donc toute la difficulté, c'est que l'environnement et la réponse à l'environnement, aux questions environnementales, de biodiversité, de climat, etc., c'est très compliqué. Donc si vous avez un système démocratique où, si vous voulez, l'information a du mal à passer. Moi, j'aime bien donner cet exemple. Bon, j'ai des cheveux blancs et Jean aussi. On a vécu, en étant enfant, l'entrée des chars russes à Prague. À l'époque, sur tous les médias, on disait il y a des chars, ils sont russes, ils sont entrés à Prague. Imaginez que ça se produise aujourd'hui. C'est pas des chars, ils sont pas russes, ils sont pas à Prague. Allez discuter avec ça. Et donc on s'est créé un système informationnel qui rend très très difficile la position, la réflexion, l'interprétation des problèmes et des esquisses de solutions. Dès que vous commencez à dire quelque chose d'un peu compliqué, vous dites non, on ne va pas te comprendre. Alors, avec ma profession, ça m'arrive toutes les minutes, je le dis tout de suite. Mais bon, et ça, on ne peut pas y arriver. Donc, c'est toute la difficulté, si vous voulez, de la question du climat, avec d'autres questions écologiques, c'est qu'elles sont le fruit d'une civilisation, mais les modes de pensée de cette civilisation rendent pratiquement impossible pour prendre un anglicisme, de bien adresser les problèmes et de risquer des solutions intelligentes. Et on voit bien, on patine depuis qu'on a posé le problème, on n'a pas beaucoup avancé. Je vous rappelle que l'an dernier, on n'a jamais à l'échelle mondiale émis autant de carbone. Oui. On n'a jamais consommé autant de pétrole, on n'a jamais consommé autant de charbon, et on n'a pas diminué notre consommation de gaz. Et évidemment, on avance vers la solution, dans la joie et avec détermination. Alice ? Bon, j'espère que ça va le moral. Ouais, je compte sur toi. Hein. Ouais. Non, moi, ce que je voulais dire aussi, ce que ça m'inspirait ton propos, c'est qu'on a aussi, je trouve, trop tendance, on arrive un petit peu trop tard sur les problèmes. Et je reprends l'exemple du Covid, où on s'est tous comme ça retrouvés pétrifiés face à l'irruption comme ça dans notre quotidien de ce nouveau virus. Mais on ne s'est pas posé la question finalement de pourquoi est-ce qu'il est là. Et on a l'OMS encore qui tient une liste comme ça des pathologies émergentes à risque de pandémie, parce que là on a eu le SARS-CoV-2, mais en fait il y en a plusieurs. Beaucoup de ces virus notamment sont en fait des zoonoses, c'est-à-dire des agents infectieux qui passent de l'animal à l'homme. Et on a un rapport de l'IPBES, donc qui est le GIEC de la biodiversité, qui nous alerte et qui nous invite en fait à prévenir le risque de pandémie en essayant de ménager, de diminuer notre empreinte sur la biodiversité. Et ils alertent sur le risque de la déforestation, sur le trafic aussi d'espèces sauvages, qui en fait vont perturber ce qu'on appelle la rupture de la barrière d'espèces, mettre en contact des espèces sauvages avec des espèces domestiques. C'est ce qu'on retrouve beaucoup notamment dans les pays asiatiques où il y a énormément de virus qui émergent et qui passent ensuite à l'homme, et avec justement le trafic international qui se transforme très rapidement en pandémie. Et donc c'est vrai que si on n'interroge pas aussi les causes de tous nos maux, si on ne va pas à la source, on arrivera toujours trop tard. Et ce que dit l'IPBES dans ce rapport, il y a une version française qui est vraiment très synthétique et très bien faite, c'est que de toute façon, en arrivant toujours trop tard, ça va coûter très cher, à la fois en coût économique, en coût humain, et donc on se prépare finalement à des maux dont on pourrait se passer. Et donc il nous invite vraiment à agir en amont, et il nous alerte
sur l'écueil à éviter, qui est de toujours chercher une réponse technique ou technologique à des problèmes où parfois la seule réponse, la seule solution, c'est juste de s'arrêter. C'est de retrouver le sens des limites. On parlait de limites planétaires. Et moi, je pense que nous, en tant qu'individus, en tant qu'humains, en tant que société, on a de plus en plus de mal avec nos propres limites. Une forme d'hubris, une forme de démesure de l'homme contemporain, qui fait qu'il ne reconnaît plus aucune limite, qu'il n'y a plus de sens même de sacré, il n'y a plus rien qui va fixer des limites à notre propre démesure. Et donc tout est permis. Et ça a créé comme ça des drames mondiaux, l'émergence d'agents infectieux. Le SARS-CoV-2, franchement, c'est qu'un exemple. Ebola, Marburg, la fièvre de Lassa, tout ça, ce sont des zoonoses qui sont liées à des atteintes trop fortes de l'homme sur la faune et la flore sauvage. On a aussi, et je me permets de le souligner, je fais une petite digression, mais la diversité de la faune sauvage est aussi un facteur protecteur pour nous, humains, du risque d'émergence d'agents infectieux, puisque plus on a une faune qui va être diversifiée, plus on a ce qu'on appelle l'effet dilution, c'est-à-dire qu'on a les agents infectieux qui vont être dilués dans un grand nombre d'espèces, et des espèces qui sont qui vont plus s'adapter à des écosystèmes proches de l'homme, donc notamment les rongeurs. Ces espèces-là vont favoriser finalement la transmission à l'individu. Et donc une forte diversité de la faune, c'est un facteur protecteur. Et on retrouve d'ailleurs le caractère, on va dire, de clones des espèces animales, on le retrouve dans les élevages intensifs, où là on a des espèces animales qui sont complètement identiques en termes de génome, et donc dès qu'on a un agent infectieux qui a trouvé la clé pour infester un individu, il va infester l'ensemble de l'élevage, avec un risque de transmission aux travailleurs, donc à l'homme et donc au reste de la société. Donc on voit que la diversité de la faune et de la flore est un facteur protecteur. Donc on a même, j'ai envie de dire de façon purement intéressée, pour notre propre sécurité biologique, tout intérêt à préserver finalement la diversité du monde sauvage qui nous entoure. Ah oui, je voudrais vraiment aller dans le même sens qu'Alice. Alors, l'exemple que je vais vous donner, je ne l'ai pas trouvé chez Platon, hein, je l'ai trouvé chez des copains d'Alice, tout simplement parce que j'ai contribué à un article avec un écologue et des infectiologues. Si on prend par exemple l'Ebola, hein, tu as parlé d'Ebola, en fait, dans la forêt primaire congolaise, les Haka, donc les pygmées, qui habitent cette forêt, ça fait des millénaires qu'ils cohabitent avec Ebola. En fait, on s'est aperçu que tous les lieux sources de la maladie étaient considérés par les Haka de façon traditionnelle comme des bois sacrés. Donc on ne les touchait pas, on n'y allait jamais. Ensuite, un des moyens de diffusion de la maladie, c'était le fait que quand un animal est fraîchement mort, on le ramasse et on va le vendre sur le marché de la viande à côté. Un Haka, il lui est interdit de consommer de la viande, fût-ce celle d'un animal fraîchement mort, s'il ne l'a pas tué lui-même. Et là, de ne pas le faire, c'est ça. Et de manière plus... Et on pourrait prendre un autre exemple, je donnerai après, mais l'IPBES dit, voilà, on a 4 manières de se rapporter à la nature. En fait, la nature, on en vit, c'est-à-dire qu'on en tire des ressources. C'est vivre de la nature. La nature, on vit dedans, on vit à l'intérieur d'un écosystème. La nature, on vit avec, c'est-à-dire qu'on cesse de côtoyer d'autres espèces. Et comme tu l'as dit aussi, on peut aussi vivre en tant que nature, hein, as en anglais, c'est-à-dire on peut considérer qu'on appartient à un tout plus grand que nous, dont on ne comprend pas totalement le fonctionnement, et qui pour cette raison-là nous oblige. Et donc effectivement, eh bien, si vous prenez Ebola, c'est précisément parce qu'on ne respecte pas ces 4 types de relations. Ce qui a caractérisé la société moderne, occidentale, c'est vivre dans la nature. Non mais vous rigolez, imaginez nos villes, elles sont complètement artificialisées. Quand il y a un moustique dans votre appartement, vous allez prendre une tapette électrique et c'est Auschwitz pour le pauvre moustique. La ville, on va s'arranger pour qu'elle soit complètement artificialisée. Il n'est pas question que dans nos maisons, on vive avec du sauvage. Si vous prenez une ville
14e, 15e, 16e, évidemment, il n'y a pas d'herbicides, il y a de l'herbe partout. Il y a des animaux dans les maisons, dans la rue, on rentre dans la cathédrale à cheval. Donc, il y a un mixte. Et les maladies atopiques, tu me dis si je dis une bêtise, mais eczéma, asthme, on sait maintenant que c'est la conséquence du fait qu'on est séparé du vivant et qu'on ne se frotte pas et qu'on ne laisse pas développer notre système immunitaire. Et donc, en fait, ce qui est proprement humain, c'est d'avoir des règles. Alors évidemment, on ne va pas nous refaire des bois sacrés, mais on peut se donner d'autres raisons pour que, effectivement, certaines choses, on n'y aille pas. Qu'on ne consomme pas plus qu'un tel quota de ressources. Qu'on soit respectueux des animaux avec lesquels on vit. Qu'on soit respectueux des écosystèmes et qu'on les laisse pour partie, évidemment, 20 ou 30%, revenir à l'état sauvage. Et vous avez vu la tendance aujourd'hui, pas de règles. Vous avez entendu Musk? Aucune règle. Alors ça, je permettez encore un tout petit moment de philosophie, si vous me le permettez, mais l'idée de vouloir se débarrasser de toutes les règles, c'est une vieille affaire. Ça commence avec un confesseur franciscain du XIIIe siècle, qui confessait à Narbonne et qui était aussi un théologien hors pair, du style Thomas d'Aquin. Et en fait, ce pauvre garçon devenait neurasthénique. Parce qu'il confessait les commerçants. Je ne veux vexer personne. Hein. Bon. Et il s'est rendu compte que les gens qui commerçaient, ils ne pouvaient pas obéir complètement à la règle chrétienne. Et donc, il a inventé une morale exprès, ad hoc. Une morale spéciale pour les commerçants, moins exigeante, si vous voulez, que la morale traditionnelle. Et ça voulait dire, en fait, qu'il y avait un domaine d'action parmi tout ce que les hommes peuvent faire. Ce domaine d'action, c'était des actions économiques qui étaient spécifiques, qui devaient être soustraits à la règle générale. Et je vais vous donner un exemple pour bien vous faire comprendre ça. On va remonter un peu vers nous dans le temps. On va aller du côté de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 89. Et qu'est-ce qui nous est dit à l'article 4 ? C'est que ma liberté s'arrête lorsque je commence à nuire autrui. Je vous laisse méditer ça. Ma liberté s'arrête quand je commence à nuire à autrui. Qu'est-ce qui se passe sur un marché ? L'obligation, c'est, excusez le côté un peu vulgaire de mon expression, mais la règle par la concurrence, c'est niquer autrui. C'est-à-dire rigoureusement l'inverse de ce que nous demande la règle d'or. Donc effectivement, ça ne nous étonne pas que Musk ne veuille aucune règle. Mais il n'y a pas de vie humaine sans règle. Et le problème qu'on a avec la nature, c'est qu'on a voulu détruire tout cet ensemble de règles que nous rappelle l'IPBES, encore une fois, pour dire que la nature, c'est un stock de ressources. Ces ressources, c'est du capital inerte. Il ne vaut que pour autant que je le transforme avec mes activités économiques, et la nature ne peut pas m'obliger. Eh bien, tant qu'on sera là-dessus, on ne s'en sortira pas, et on s'enfoncera dans la crise. Donc vous voyez que essayer de changer, c'est détricoter une partie du pull vert qu'on est très fiers de porter tous. Ce qui fait que la tâche est un peu compliquée. Mais je compte sur Jean et Alice et Tania et sur vous pour que nous avancions. Mais est-ce que convaincre par la raison et l'intellect, ça marche ? Est-ce qu'il ne faut pas être plutôt touché aux émotions et peut-être amener une nouvelle spiritualité ? Je ne sais pas. Et après, Jean prend la parole. Alors, je vais laisser mes amis répondre. Ok. Alice va répondre. C'est pour... Tu prêches une convaincue. Parce que je pense que ce qui est aussi important, c'est qu'on ne peut pas uniquement essayer de venir convaincre, on ne peut pas emmener en fait, on ne peut pas s'emmener nous-mêmes avec juste des modèles algorithmiques, des informations comme ça, complètement déconnectées, auxquelles honnêtement on comprend globalement tous pas grand-chose, on ne va pas se mentir. Donc on est obligé de déléguer notre souveraineté intellectuelle à des experts. Parce que les données sont trop complexes, donc on est obligé de faire confiance, c'est ce qu'on nous demande. Donc c'est presque un aveu d'ignorance de notre part, on doit juste bêtement suivre ce qu'on va nous dire, donc on doit choisir des experts dignes de confiance, bon, j'en ai un à ma droite, et décider de croire en eux.
Mais à mon sens, ça ne suffit pas. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, avec du coup la montée de certaines tendances. Enfin, le fait que du coup il y ait un manque d'adhésion aussi, c'est qu'on ne peut pas en permanence demander à des individus pensants, conscients, d'adhérer à des choses que finalement on ne peut pas forcément comprendre. Donc, à mon sens, ces données nécessaires qui vont venir percuter notre cerveau, notre cortex préfrontal, celui de l'intellect, celui de Descartes, ce côté très cartésien de nos sociétés qu'on adore, que l'homme moderne vénère, cette vénération absolue de la science, des experts comme seule vérité, c'est important. Mais à mon sens, ça ne suffit pas pour emmener des individus, que ce soit à l'échelle de la personne, des individus, même une nation. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus que ça. On a besoin de créer des récits qui vont parler aussi à notre cœur, à nos émotions, qui vont donner du sens en fait. Et le sens ne peut pas venir que de juste d'informations comme ça, très complexes, quelle que soit en fait la véracité, leur crédulité, c'est pas la question. Donc je pense qu'on doit, avec ces informations, combiner d'autres dimensions de notre humanité. On n'est pas que des êtres pensants, on est aussi des êtres qui ressentent, on est des êtres qui se questionnent, qui se projettent dans l'avenir. On est comme beaucoup d'animaux, on a des instincts de protection, on a des instincts maternels, paternels. Donc ça aussi, ce sont des leviers forts, on ressent de l'empathie. Donc tout ça, en fait, pour moi, c'est sur ça en fait, qu'il faut capitaliser aussi. Et donc c'est de proposer un récit, une narration qui va venir parler à l'entièreté de notre être. Et on est aussi des êtres de conscience avec une volonté de transcendance qu'on met aussi de côté, puisque ce qui compte actuellement, c'est vraiment le règne de la science, des experts, qui pour moi ne devrait pas s'opposer à aussi une forme de transcendance, à des questionnements existentiels. Et quand on parlera à toutes ces dimensions de notre humanité, je pense que ce sera beaucoup plus facile aussi de faire société sur des défis et des enjeux qui nous concernent tous. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que quelques personnes qui se sentent concernées par ces enjeux-là qui nous concernent tous. Et on est, et je terminerai sur ça, on a tous aussi des profils différents. On en a qui vont être beaucoup plus sensibles aux informations rationnelles. On va en avoir qui vont être beaucoup plus dans une dimension émotionnelle. Mais tout ça, c'est légitime. Et tout ça, ça fait partie de nos humanités. Il faut parler à toutes ces dimensions-là. Et on ne peut pas en permanence pointer du doigt et juste demander une délégation de souveraineté intellectuelle à l'ensemble d'une population et lui demander d'avancer dans une seule direction si finalement le sens dans l'absolu n'est pas là et les solutions proposées ne sont pas forcément non plus très claires. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une réflexion globale à mener sur ces questions-là, avec encore, à mon sens, pour moi, puisque je reste sur l'expérience Covid, qui pour moi a été très intéressante en termes anthropologiques et sociologiques sur la réponse quasiment, en tout cas des sociétés développées face à une menace, à un péril comme ça existentiel. Je pense qu'il est très important de garder en tête les indicateurs démocratiques et la création d'une société désirable et soutenable pour répondre à des enjeux de survie, finalement. Merci. Jean, vous qui êtes un scientifique, vous avez... Oui, alors, oui, par rapport... donc, d'abord, je voudrais dire par rapport... D'abord, je suis assez en phase avec tout ce qui a été dit, et surtout, je voudrais dire ma conviction que la solution n'est pas, disons, au réchauffement climatique, au problème de l'environnement général, n'est pas... est loin d'être uniquement technologique. Enfin, disons, ça interroge complètement le mode de fonctionnement de nos sociétés. C'est ça qui est important. Donc ça, j'en suis vraiment convaincu. Il ne faut pas penser que notre communauté ne parle pas de ça. Disons, si on regarde le dernier rapport du GIEC, il y a un mot qui est très fort. Alors, il est peut-être... Enfin, j'aime mieux le mot anglais que le mot français, donc le mot sufficiency, c'est-à-dire c'est donner à chaque... Donc l'objectif devrait être de donner à chaque personne sur cette planète une qualité de vie suffisante. Voilà, on traduit souvent en termes de sobriété, mais c'est un peu faux, quoi. Voilà, donc ça c'est un premier point. Donc je pense que c'est important d'entraîner. Alors, moi je ne veux pas être trop négatif, j'aimerais qu'on termine quand même sur des notes positives par rapport à l'éco-anxiété. J'ai quand même vécu une expérience extrêmement riche. Bon, voilà, on met 150 citoyens, donc la Convention citoyenne sur le climat, moi j'étais dans le comité de gouvernance.
Et on voit quand même qu'en interagissant avec 150 citoyens, voilà, on pourrait prendre toutes les personnes ici, on discute, on a passé quelques week-ends ensemble, et quand même, quand on regarde ce qui a été proposé par ces citoyens, c'est quand même extrêmement riche, hein, il faut bien voir ça. Donc si, voilà, malheureusement, ça n'a pas été appliqué, simplement à la marge, mais il ne faut pas non plus être toujours trop pessimiste. Alors voilà, donc derrière, il aurait fallu effectivement des décideurs politiques qui aient de la force d'entraînement pour, mais il serait toujours temps j'espère, pour prendre ces propositions au sérieux. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas toujours, enfin il ne faut pas perdre, voilà, il faut croire à cet avenir. Et par rapport à l'éco-anxiété, il faut vraiment, la meilleure façon c'est peut-être quand même, je reviens à ce que j'ai dit au départ, de regarder vers l'action, de redire qu'un dixième de degré ça compte. On sait que ça sera difficile, mais il faut faire le maximum, il faut continuer. On est au creux de la vague, mais il faut continuer, je pense, à témoigner, à redire, et chacun d'entre nous à essayer, aussi bien dans sa vie professionnelle que dans sa sphère privée, finalement de participer à cette nécessaire donc, prise en compte du fonctionnement de société. Voilà, je ne veux pas être trop pessimiste non plus. J'ai vécu cette Convention citoyenne pour le climat comme quelque chose de très riche et de très positif. Merci. Avant de passer la parole au public, peut-être chacun pourrait nous suggérer, nous à Chamonix, une action concrète en fait qu'on pourrait mettre en place ici à Chamonix, celle d'une convention citoyenne, c'est une bonne idée déjà de se parler entre nous. Oui, oui, il y a effectivement eu des propositions de convention citoyenne à l'échelle régionale. Ça, disons, voilà, même moi j'étais assez favorable à l'initiative gouvernementale, mais ça, c'était de mettre en place des GIEC, enfin des conventions régionales, il y a des comités régionaux qui se mettent en place, et je pense qu'il faut en discuter entre vous. Oui, ça, je pense que les solutions, il y a assez de gens, et avec les scientifiques de la région, voilà, donc ça serait une excellente initiative. Je ne sais pas où ça en est, mais il y a beaucoup de réflexions. Quand on rencontre, enfin, c'est quand même le rôle des collectivités de prendre, disons, tout cela. Disons, il y a des choses à faire. C'est assez passionnant aussi de prendre ces problèmes en face. Et une convention citoyenne serait certainement une excellente solution à l'échelle, disons, des massifs montagneux. Voilà. Alice ? Alors moi, si je devais proposer une solution concrète, je ne sais pas s'il y a des personnes de la mairie ici, par exemple. Mais alors, très bien. Alors moi, comme toujours, les enfants, puisque les enfants ne votent pas. Donc les personnes qui défendent leurs intérêts, en général, ne sont pas forcément très importantes en termes de nombre. Donc les enfants, et donc j'aurais une intervention que moi j'aime bien, et donc je fais un petit peu la promotion, c'est la végétalisation des cours d'école, puisqu'on a, alors ça peut sembler comme ça complètement, peut-être béni oui, mais en attendant on a plein de co-bénéfices à la végétalisation des cours d'école. Je vais en citer quelques-uns. Déjà, évidemment, le rafraîchissement de l'air dans un contexte de réchauffement climatique, c'est pas mal. Le contact avec le beau, on sait que la végétalisation des espaces, au milieu de la montagne, mais néanmoins au quotidien, dans la cour d'école, voilà, ça améliore la santé mentale. Et la végétalisation, c'est un élément important de la création d'ombre et il faut savoir que les mélanomes, donc là je suis désolée, je vais faire 2 secondes, un petit peu de santé publique, mais c'est important, c'est un cancer qui est vraiment en augmentation. Et on sait que le principal facteur de risque, c'est l'exposition aux coups de soleil. L'exposition au soleil, et donc les coups de soleil reçus dans l'enfance qui vont derrière entraîner un surrisque de mélanome à l'âge adulte, qui est un cancer pour le coup qui peut être assez grave avec un risque de métastase. C'est quasiment le seul cancer de la peau qui peut métastaser, notamment au cerveau. Et le fait de végétaliser les cours d'école, de créer de l'ombre, ça va être vraiment bénéfique pour la santé aussi, donc physique des enfants. Ça va rafraîchir l'air, ça va proposer un air de meilleure qualité, ça va permettre un petit peu de biodiversité dans les espaces comme ça de vie des enfants. Et donc voilà, c'est une intervention finalement assez simple, mais qui va vraiment augmenter le bien-être des enfants et les protéger à leur insu. Ça ne demande aucune intervention consciente, c'est ce qu'on appelle de la prévention passive. Et donc ça gomme aussi toutes les inégalités sociales de santé qui vont être parfois tributaires des comportements, notamment des parents. Et donc là, on n'a pas ce problème-là, tout le monde en profite. Donc voilà, la végétalisation des cours d'école et plus largement des espaces publics, des arrêts de bus, voilà, ça c'est quelque chose de très important. Voilà, je proposerai ça. Merci.
Alors, moi, je proposerais quelque chose qui est lié à Mon glacier va craquer, hein, puisque c'est le thème. Vous savez, il y a l'Assemblée du Rhône, le Parlement de la Loire. On est en train de montrer quelque chose comme ça en ce moment à Paris, sur la Seine. Et pourquoi pas une assemblée ou un Parlement des glaciers qui prendrait naissance ici, avec une implication des citoyens pour, disons, essayer de sauver leur glacier. Bonsoir. Alors moi je suis pas collégienne, mais je me permets. Moi je voudrais revenir à cette idée de toucher aux représentations qu'évoquait Dominique Bourg. Je pense que c'est un des fondements du changement. Et quelque chose que j'aimerais peut-être un petit peu développer, une idée, c'est vraiment ces fondements. Et pour revenir aussi à l'enfance, c'est à la fois l'éducation, comment on met en place un système au-delà des cours de récréation végétalisés qui va permettre aux enfants justement de changer ces modes de représentation et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et je pense évidemment aussi au rôle de la culture et des artistes pour créer des nouveaux imaginaires, des nouveaux modes de représentation. Quelque chose qui va nous amener justement sur une remise en question de qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce qu'on attend de la vie. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que vous voyez peut-être à échelle nationale qui se met en place au niveau de l'éducation, de la culture, qui pourrait aller dans ce sens? Vas-y, après. En quelques mots, alors oui. Alors moi, je vois aussi autre chose pour jouer sur les représentations. Donc c'est bien, effectivement, la culture, tout ça. Bon, déjà, on touche... Il faut jouer sur la démocratisation, mais il y a quelque chose pour moi de fondamental et qui médit nos comportements de façon majeure, et notamment dès le plus jeune âge. Et l'acteur dont je vais parler le sait bien, c'est vraiment tout ce qui va être marketing. Et en santé publique, on plaide beaucoup pour une réduction du marketing, que ce soit sur la malbouffe, sur l'alcool. On a détricoté la loi E20 qui avait joué beaucoup sur l'alcool et les représentations. Et donc, je pense que la question du marketing, qui joue vraiment sur le choix des populations, leur représentation, ça c'est fondamental. Et je pense que c'est une opération... pareil, qui ne demande rien de la part des populations, de supprimer tous les panneaux, de façon extrême, mais tous les panneaux publicitaires, toutes ces représentations-là, c'est déjà énorme. Peut-être même, pour moi, ce serait l'intervention numéro 1, notamment en termes de santé publique, hein, parce que ça, c'est pareil, c'est très bien documenté. On a des rapports de l'INSERM sur ça, sur la consommation d'alcool, sur la malbouffe, où on sait que les firmes, elles vont, dès le plus jeune âge, essayer de créer de l'attachement pour les marques de nourriture auprès des enfants, parce qu'on sait qu'un enfant qui est attaché à une marque et à un produit, il sera fidèle globalement jusqu'à la fin de ses jours. Et c'est pareil pour finalement notre manière d'être au monde. Et donc, tout ce marketing qui vraiment nous envahit, pour moi, ça c'est l'élément numéro 1. Et en plus, on aurait encore une fois cette notion de prévention passive, parce que je vois sur l'alcool, hein, ça c'est un vrai problème de santé publique, mais ça joue pour moi sur la santé planétaire. On parle de santé planétaire. Et donc ça, ce serait à mon sens, peut-être, je suis vraiment beaucoup pour l'efficacité, moi, des interventions. Et donc ça, ce serait une intervention, à mon sens, particulièrement efficace. Mais alors là, bonjour le poids des lobbies, hein, parce qu'on a bien vu sur l'alcool le détricotage majeur. On n'a jamais vu autant de marketing pour l'alcool, ça avait un petit peu baissé, mais les industriels ont un poids beaucoup trop fort en France. Franchement, c'est très très regrettable. Et là, le combat des alcooliers actuellement, c'est de réduire encore la taille du logo femme enceinte barrée sur les bouteilles d'alcool. Ça, c'est très important, de réduire encore ce logo qui est beaucoup trop grand pour eux. Donc on part de loin, mais ça pour moi ce serait une intervention extrêmement utile et pertinente pour changer notre représentation et l'adhésion des jeunes à ce qui est cool. Mais sur ce plan-là, on voit très bien, hein, il y a aujourd'hui une efflorescence de récits par le cinéma, par le roman, par la nouvelle, par les arts plastiques. On voit qu'on cherche tous d'illustrer, de donner envie par rapport à une manière de vivre qui sont un peu en rupture avec nos modes consuméristes. Et là, permettez-moi quelques minutes un peu à nouveau de retour à la philo. Si on voit le mot spiritualité, ça condense à la fois le besoin de sens, il peut y avoir un aspect, on va le voir, de rationalité, les questions de transcendance, l'émotion. Et en fait, moi je vais vous proposer un sens du mot spiritualité qui va mettre tout le monde d'accord parce que il peut conduire aussi bien à une approche laïque des choses qu'à une approche en termes religieux. Pour moi, la spiritualité, c'est
ça renvoie au modèle dont toute société a besoin pour orienter chacun vers la réalisation de sa propre humanité. Il n'y a pas de société qui ne donne pas un modèle, qui ne dise pas aux gens, voilà comment vous devez réaliser, accomplir votre humanité. Je vais vous donner quelques exemples historiques. Bon, si vous regardez chez Homère, donc en gros au 8e siècle avant Jésus-Christ, et si vous regardez Achille, sa spiritualité, elle est très claire, elle est assez sommaire. C'est casser la gueule à Hector sous les murs de Troie pour se glorifier, pour disons, se réaliser jusqu'au point où son nom ne disparaîtra pas de l'histoire. Et si vous regardez chez Aristote, c'est plus sympa quand même. Hein. Réaliser son humanité, c'est développer la partie vraiment spéculative de notre raison, par les sciences, par la philosophie. C'est développer l'aspect pratique de la raison en participant à la vie de la cité. Et puis, c'est mettre en forme sa sensibilité par les arts. Et ça, c'est la définition aristotélicienne de la spiritualité. Si vous regardez les chrétiens, les musulmans, c'est le salut. Si vous regardez les bouddhistes, ça sera l'éveil. Si vous regardez les Indiens de la forêt amazonienne, c'est vivre en harmonie avec la forêt, avec ses esprits, avec ses animaux, ses plantes, etc. Si vous regardez sous Staline, on a voulu faire de Stakhanov, celui qui charriait le maximum de tonnes de charbon à la journée, le meilleur contributeur à la production de l'homme nouveau. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, notre spiritualité, ça renvoie à ce qu'a dit Ali juste avant, c'est le consumérisme. En fait, tous ces alcooliers, tous ces publicitaires, ce sont de mauvais curés. Ils nous indiquent l'orientation vers l'enfer, avec leurs histoires de consommation. Et moi, je me souviens, il y a quelques années de ça, je me suis retrouvé à Paris avec la grande prêtresse des focus group. C'est-à-dire que, comment font les marques? Elles réunissent un certain nombre de gens, on leur propose un produit nouveau, si les gens font, bon, ok, on va pas le faire, on en fera un autre. Et donc, elle disait, en fait, à la fin de ma carrière, je constate que dans nos pays, c'est pas vrai en Inde, c'est pas vrai en Chine, mais dans nos pays, le consumérisme est mort. Ça ne veut pas dire qu'on ne consomme plus, mais on ne croit plus en la magie de la consommation. Et si vous regardez le cinéma des années 60, ou le roman des années 60, la magie de la consommation est quelque chose de très fort. Se réaliser, alors je vais côté mâle et machiste, un peu viriliste, c'est le type qui a un magnifique statut, et donc le salaire qui va avec, et du coup, entre guillemets, il a une belle femme, de beaux enfants, une belle bagnole, une belle maison, vous connaissez la suite, rajoutez la piscine si vous voulez, et on pensait que ça, c'est vraiment accomplir son humanité. On en revient. On n'y croit plus vraiment. Mais on a nos vieilles habitudes consuméristes et tous ces gens nous ramènent vers ce modèle. Et donc là, on a besoin des arts, on a besoin de la littérature, on a besoin du cinéma pour créer des récits nouveaux, pour essayer. Mais on ne maîtrise pas. C'est une espèce d'alchimie, si vous voulez. Il n'y a pas des leviers pour maîtriser cette alchimie. Mais on voit bien, elle est là. Ça bouillonne dans nos sociétés. Et ça, moi, ça c'est mon message d'espoir. On va peut-être rentrer dans un tunnel, les amis. Mais quand il y a un tunnel, il y a une sortie. Et on voit bien qu'il y a dans les marges de la société, ça bouillonne d'une autre manière de voir le monde. Alors, on va s'ennuyer avec les crétins dont j'ai parlé au début, mais on vaincra. On finira par créer autre chose. Vous allez voir, j'en suis certain. Ouais, non, moi je voulais quand même dire ma conviction d'importance de la culture, théâtre, bande dessinée, tout est bon et voilà, on y participe, je pense, chacun d'entre nous beaucoup. Pour l'éducation, donc pour revenir à la question, oui, c'est essentiel l'éducation, mais on pense beaucoup à l'école, donc, mais moi je me suis intéressé, j'ai coordonné un rapport sur l'éducation, enfin la formation et la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Il y a un besoin énorme d'aller aussi voir ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, c'est vraiment tout le système éducatif qui est interrogé, pas simplement les cours d'école et des lycées, mais jusqu'au supérieur. C'est tout ça qu'il faut regarder. On parle de deux bonheurs, si vous parlez du bonheur. C'est vrai qu'il y a le bonheur hédoniste, qui est celui dont tu parlais, Dominique, lié à l'accumulation de biens et d'expériences, et le bonheur qu'on appelle eudémonique, qui va être celui du sens, de la valeur, de l'accomplissement personnel,
non matériel nécessairement. Et donc peut-être que de tendre vers ce bonheur démonique et donc de l'alignement intérieur, c'est ça aussi qui sera une clé d'un récit collectif plus enchanteur. Alors, ça revient un petit peu avec la question précédente, mais vous avez dit qu'il n'y avait que 2% des Américains qui se rendaient compte du réchauffement climatique. Donc moi, ma question, c'est comment on peut rendre ça accessible au plus grand nombre, parce qu'on peut le voir, vous avez évoqué les films par exemple, mais c'est vrai que nous, on s'en rend vachement compte parce qu'on est dans la montagne, mais du coup, comment le rendre accessible à tout le monde alors qu'il y a beaucoup de discours contraires et contradictoires dans la société ? Oui, ça c'est vraiment une question importante. Alors cela dit, là j'ai fait allusion à un sondage à un moment donné. Faites toujours attention, quand on sonde l'opinion, on peut parfois avoir des changements. Mais voilà, c'était pour moi important parce que c'était paradoxal. C'est un pays qui souffre et en fait on n'arrive pas à faire passer ce sujet comme un sujet vraiment important. Mais ça a vraiment évolué ces dernières années. Ce n'était pas du tout le cas autrefois. Si vous prenez les États-Unis, avant l'arrivée de Reagan, les sujets environnementaux sont des sujets consensuels. C'est par exemple sous Nixon, un républicain, que vous avez différentes lois très importantes sur l'environnement et l'écologie qui sont passées. Alors c'est ce que je veux dire, c'est très très compliqué parce que l'esprit humain est très complexe, il est vulnérable, il est fragile, on est assailli par toutes sortes de sujets. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est un sujet qui va l'emporter? Et je vous ai donné cet exemple américain parce que là, on voyait que c'était pourtant un sujet qui remontait de la base en quelque sorte. Les gens avaient expérimenté les difficultés, elles ont été énormes. Et je vous ai rappelé aussi le coût pécuniaire et le fait que ça avait une incidence sur les gens parce que très souvent, ils ne sont pas assurés. Et pourtant, ça ne monte pas. Alors, si j'avais vraiment la réponse à cette question, je vous la donnerais. Mais en tout cas, à l'école, il en a été question plusieurs fois. C'est normalement un endroit, si vous voulez, un petit peu plus rationnel. On peut mieux poser les problèmes. Il y a des cours de sciences, il y a des cours d'histoire, il y a des cours de philosophie, de lettres. Et normalement, ces questions-là devraient plus se passer. Après, on voit qu'il y a une difficulté. Les élèves vont aller beaucoup sur les réseaux sociaux et ils vont détruire par les réseaux sociaux ce qu'ils ont appris parfois à l'école. Mais comme il n'y a pas de recette miracle, chaque fois que quelqu'un parmi vous est persuadé de l'importance d'un problème, la première chose qu'il a à faire, c'est à s'informer, à vérifier son information, en discuter avec ceux qui l'entourent. Beaucoup de gens en ont amené d'autres qui n'étaient pas conscients d'un sujet à en prendre conscience. La discussion qu'on a avec les uns, avec les autres, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle, si vous voulez. Mais en tout cas, à vous d'essayer de contrer cette espèce de marée de fausseté qui nous vient par une part des réseaux sociaux. On peut aussi faire passer des choses intéressantes dans les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que les algorithmes, vous le savez très bien, sont faits pour surpondérer l'insulte, pour surpondérer les mensonges. Et vous pouvez compter sur Musk là-dessus. Il le dit de façon très très claire. Parce que c'est le côté négatif qui attire. Tout ce qui est intelligent, tout ce qui est positif, c'est plus difficile. Il faut monter la pente. Alors que les sujets négatifs, il suffit de la descendre. Donc, par votre énergie, par votre morale, par votre intelligence, par votre culture, s'il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour remonter, vous, la pente et la faire remonter à vos camarades. Un autre élément aussi qui peut être intéressant, je pense, c'est le débat contradictoire. Monsieur, je ne vais pas relancer la polémique, mais c'est intéressant. Je pense qu'il faut... le dissensus, c'est Paul Ricoeur qui dit ça, le dissensus, donc c'est le fait d'avoir comme ça différentes on va dire, analyses d'un événement. C'est ça aussi le marqueur de la vitalité d'une démocratie. Ça ne veut pas dire que chacun adhère. Moi, je ne suis pas là pour faire la police des mœurs, mais je pense que le débat contradictoire, c'est aussi peut-être une épreuve du feu à laquelle il faut se confronter. Je ne dis pas que là, forcément, c'est le lieu, puisque c'était honnêtement pas le sujet. Mais moi, je pense que ça, c'est un exercice intéressant pour confronter, comme ça, les interprétations des données et emmener dans une direction. Mais voilà, je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, notamment dans une société où on aurait 2%
voilà, c'est que il y a peut-être des narratifs qui vont remporter une autre adhésion. Et donc c'est intéressant, je pense, d'assumer une forme de confrontation des points de vue, une forme de confrontation des sensibilités pour désamorcer, emporter la conviction. Et ça s'apprend à l'école, oui. Ça s'apprend à l'école, bien sûr. Et après, c'est à la société, aux médias, de mettre aussi en place ces tribunes, ces arènes de débat pour, je pense, nous emmener aussi collectivement dans une direction avec un consensus sociétal qui sera fort, parce que sinon tout ça va se fragmenter et on n'ira nulle part. Oui, moi j'avais une question, en fait, un petit retour à la politique. J'ai l'impression que les écologistes aujourd'hui sont vraiment, enfin, c'est presque l'inverse de l'éco-anxiété. C'est vraiment, on les voit comme des Cassandres et on peut tirer à boulet rouge. Et enfin, vraiment, voilà, être vert, ça fait voir rouge. Et est-ce qu'on peut espérer un jour que qu'il y ait un mouvement écologiste qui remonte à la surface, qui soit crédible politiquement et qui arrête justement de déchaîner surtout les foudres de ceux qui ne veulent pas voir ce qui se passe? Je vais même, dans un premier temps, aller complètement dans votre sens. Chaque fois qu'il y a un problème, souvenez-vous par exemple de Trump qui a accusé les écologistes pour sauver une espèce de poisson d'assécher les pompes à Los Angeles. Dans le Pas-de-Calais, à Blindec, quand il y a eu... Oui, mais c'est toujours l'écologiste. Je vais expliquer pourquoi on dit ça. C'est toujours l'écologiste qui est fautif. Par exemple, le président de région, Xavier Bertrand, quand il y a eu les 3 inondations successives dans la même année, je crois que c'est Bellinck, dans le Pas-de-Calais, eh bien, il a dit aux gens, c'est parce que les écologistes, pour sauver une espèce de grenouille, nous ont empêché de curer les cours d'eau. Alors, c'est n'importe quoi. Déjà, si vous les curez, en général, l'eau, elle va plutôt vers l'aval, elle ne remonte pas vers l'amont. Donc, quand vous habitez au fond de la cuvette, plus c'est curé, plus vous allez vous en prendre dans la tronche et rapidement. Donc, c'est un truc dingo. Donc, pourquoi on a eu le même truc avec Vox et à Valence en Espagne, etc. Systématiquement, ou pas très loin d'ici, à la Bérarde, le maire a raconté, c'est parce que les écolos nous avaient interdit de canaliser les torrents. Vous avez vu à la Bérarde, il y a des rochers qui étaient comme l'estrade. Bonjour la canalisation. Hein. Donc c'est n'importe quoi. Et pourquoi ça marche? Alors, moi j'ai une hypothèse. L'hypothèse, je suis allé la chercher chez un psychologue soviétique, mais qui n'était pas en heure de sainteté, si j'ose dire, par le régime, qui s'appelait Vygotsky. Il disait il faut bien distinguer ce qu'il appelait, je vais l'expliquer après, les notions saturées des notions insaturées. Les notions saturées, c'est des notions qu'on comprend immédiatement, on n'a pas à réfléchir. Si vous demandez à un petit garçon qui a 2 ans, et évidemment il faut qu'il ait des frères, hein, si vous lui demandez quel est ton frère, même si ce n'est pas prononcé le mot frère, il va vous le montrer du doigt. Mais si vous dites au petit garçon quel est le frère de ton frère, c'est-à-dire lui-même, le gamin, et ses parents aussi, dans un premier temps. Et parce que là, on passe du côté des notions insaturées, c'est-à-dire on prend la distance avec l'expérience, et effectivement, tous les concepts scientifiques, ils nous font prendre de la distance par rapport à la réalité, ils ne correspondent pas forcément à l'intuition qu'on a des choses. Or, c'est quoi la notion saturée de nature? La nature, c'est les ronces qui me lacèrent la chair, c'est le virus qui me terrasse, c'est la plaque de verglas qui a dézingué mon cousin. C'est les intempéries qui ont détruit mes récoltes. La nature, c'est une saleté. Et donc, ces écolos, voilà des gens qui défendent une saleté contre laquelle il faut se défendre. Donc, ce sont tous des salopards. Et il faut prendre ça en compte dans la communication pour que cette espèce de réflexe qui marche partout, on l'a constaté, en tout cas dans tous les peuples occidentaux. Alors ça ne marcherait pas en Amazonie, hein, je vous le dis tout de suite. Mais dans nos sociétés, ça marche à fond. Et donc, il faut, dans la communication qu'on fait, essayer de déjouer ce réflexe. Et c'est pas simple, parce que vraiment, toutes nos représentations, elles nous font voir dans la nature une marâtre contre laquelle on doit se battre. Et l'écolo, c'est le copain de la marâtre. Donc c'est le traître. Donc voilà. Et c'est très puissant. Et il faut vraiment s'en défendre. Et c'est pas simple et c'est pas facile. Alice, le mot de la fin, c'est pas facile d'être écolo?
Je sais pas, pour moi, c'est ni facile ni compliqué. J'ai envie de dire. Donc, non, mais en plus, moi, je l'aborde sous un angle, on va dire, de santé publique, donc sur tous les enjeux de santé-environnement, et donc sur tous les co-bénéfices qu'on a à, on va dire, prendre soin de notre environnement avec tous les co-bénéfices qu'on va retrouver en termes de santé humaine. Donc finalement, pour moi, c'est assez intuitif. Toute intervention qui va réduire la pollution de l'air, va améliorer la santé cardiovasculaire, va améliorer la santé materno-fétale, va améliorer la santé mentale. C'est pareil pour tout ce qui va être végétalisation, ce qui va être marchabilité des villes. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'urbanisme et à l'aménagement des territoires. Donc, ces gens qui insistaient sur cette dimension positive, moi, je suis vraiment dans cette démarche-là. Et voilà, tout ce qui va promouvoir des interventions favorables à l'environnement, il y a souvent des co-bénéfices sanitaires, d'amélioration aussi de l'espace dans lequel on vit. Donc c'est extrêmement positif. Moi j'ai même du mal de façon, on va dire, très rationnelle, là pour le coup, à comprendre les résistances face à des interventions qui, pour moi, présentent vraiment des bénéfices objectivables. Là, pour le coup, de façon quasi indiscutable, il y a des consensus assez forts, en tout cas en médecine, en épidémiologie, sur ces questions-là, sur la réduction de la consommation de viande. Donc, à mon avis, on n'est pas dans le domaine du rationnel. En tout cas, je parle de la santé-environnement, je ne me prononce pas sur d'autres domaines que je ne maîtriserai pas, donc je reste dans mon champ d'expertise de santé publique. Mais du coup, pour moi, on touche à d'autres outils de réflexion, à d'autres éléments de nos identités. Donc on n'est pas vraiment dans, on va dire, le rationnel, parce que sinon, honnêtement, il n'y a aucune résistance à opérer. Ça améliore la qualité de vie, ça améliore la santé, ça améliore le bien-être. Donc honnêtement, on a tous à y gagner. Donc à mon sens, c'est que ça touche à autre chose et que ça touche donc à notre identité. Et c'est là qu'on a des résistances. Sur l'alimentation, c'est des choses qui sont très intimes, sur la façon de se déplacer, sur la façon, les produits qu'on va acheter, tout ça, en fait, c'est tellement marqué sur notre identité que c'est vécu, je pense, comme une forme de violence, comme une forme d'ingérence dans l'intimité. Et donc c'est aussi sur ça, je pense, qu'il faut travailler. Et respecter aussi, d'une certaine manière, ce cheminement. C'est violent de toucher à l'identité. On est construit, on a des habitus qui sont tellement forts sur notre société du consumérisme, sur la manière de s'alimenter, le rapport à la viande. Tout ça, il y a des travaux sur les croyances qu'on a autour de ça. Parce que c'est sûr que si on le prenait sous un angle purement rationnel, mais comme je l'ai dit en introduction, et je ne suis pas là pour me contredire, on est bien plus que ça. Et donc je pense qu'il faut l'intégrer dans nos réflexions, dans notre rapport aux autres, dans notre manière d'aborder les sujets, pour créer aussi l'envie d'adhérer à une autre manière d'être et d'être au monde. Ce serait ça mon mot de la fin. Non, simplement pour rebondir sur votre question, je crois à l'engagement politique profondément. Disons, on peut pas travailler sur le réchauffement politique, sur le réchauffement climatique sans en comprendre. Évidemment, c'est avant tout un problème politique. Bon, j'ai essayé de le faire à ma façon. Je me suis engagé au niveau européen avec Pierre Laroutourou en mettant en place, en promouvant le pacte finance-climat. Au niveau parisien, j'ai pris la présidence du comité de soutien d'Anne Hidalgo, parce que je pense que, quand on parle des cours d'école, on le fait à Paris, donc on discute tout ça. Donc, oui, j'essaie, je crois profondément à l'engagement politique. Alors, ça ne répond pas vraiment à la question pourquoi les écolos en France ne réussissent pas, mais en tout cas, il faut s'engager politiquement, c'est très clair. C'était déjà dit et c'est très important pour moi.